On poursuit la matinée avec la séquence nutritionnelle. J'ai le plaisir d'appeler Béatrice de Rênal. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue, Béatrice. Béatrice, vous êtes docteur en nutrition, vous avez créé Nutri Marketing pour accompagner vos clients industriels de l'agroalimentaire vers des recettes, des formulations en adéquation notamment avec les besoins des consommateurs, mais aussi de cibles spécifiques, une grande attention sur les bébés, les enfants et puis de l'autre côté les seniors. Vous êtes convaincue, Béatrice, qu'il faut mieux s'occuper de nos seniors. Alors, tout d'abord, en scientifique que vous êtes, vous aimez bien définir les choses. De quoi parle-t-on quand on parle des seniors ? Oui, merci déjà de m'avoir invité, Pierre. C'est toujours un plaisir. Je vois que ça va peut-être pas le faire, donc je vais me mettre devant, comme ça vous aurez moins de je sais plus comment on appelle ça, mais bon. D'interférence ou de. Voilà. Donc en fait, effectivement, la définition du senior, déjà vous avez vu qu'il y avait une définition un peu différente selon les deux précédents orateurs. Donc globalement, ce qu'on dit, c'est que en ce qui concerne la nutrition, ce qui est mon domaine, on définit un senior globalement lorsqu'il a au-dessus de 72 ans. Vous voyez, c'est précis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les gériatres vont vous dire, finalement, le senior, c'est pas un âge, c'est un état général. Parce que il y a des gens qui ont 50 ans et qui en paraissent 72, et il y a des gens qui ont 100 ans qui en paraissent 50. Donc en fait, c'est beaucoup plus l'état du capitaine que l'âge du capitaine qu'il faut considérer. Mais c'est vrai qu'on a toujours entendu Pivot ou je ne sais pas lequel parler de du senior de plus de 50 ans. Et ça, c'est évidemment bien différent. Alors, puisqu'on parle de nutrition, on va parler d'une personne qui est senior, c'est-à-dire qui a environ 70 ans. Mais il faut savoir qu'en France, la retraite met sur le marché des gens qui ont 60 ans, 65 ans, qui sont en fait en pleine forme, qui sont très conscients de leur forme, qui ont les moyens en général, et qui ont comme motivation de rester en forme le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'ils se surinforment en nutrition, etc. Alors, l'espérance de vie en France, vous le savez, c'est une des meilleures du monde. Donc, aujourd'hui, ça dépend les mâles, les femelles, mais globalement, on va dire plus de 80 ans. Donc, ça veut dire que quand vous êtes sur le marché de la retraite, 65 ans, vous pouvez espérer avoir 20 ans encore, au moins. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez motivant d'avoir cette perspective-là. Alors c'est vrai que aujourd'hui il y a de l'espérance de vie en bonne santé, elle n'est pas de 80 ans, elle est plutôt de 64 ans. Et après vous commencez à avoir des petits ennuis. Alors j'ai mal ci, j'ai mal ça, j'ai du cholestérol, truc. Donc en fait c'est sûr que cet avenir-là devient compliqué. D'autant plus que depuis le Covid, ça a quand même pas mal sarclé de ce côté-là aussi. Et vous voyez cette année la grippe a tué beaucoup de seniors également. Donc ça veut dire que le senior reste fragile, quel que soit son âge. Donc ça écrème un petit peu, et du coup les gens se disent tiens, moi l'immunité ça m'intéresse, etc. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on va dire que globalement on va parler de 15 millions de Français, mais ils seront probablement 20 millions en 2030. À condition que tout marche comme on veut, ce qui fait que ça fait une population très 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 hétérogène. Alors, c'est très hétérogène seniors français, qui aiment d'ailleurs pas trop qu'on les mette dans la catégorie senior. Qu'est-ce qu'ils ont globalement ? Quelques points communs. Ils ont tendance à être plutôt néophobes. Ils aiment pas trop l'innovation, là, les trucs machins avec des couleurs, ils sont plutôt naturophiles, c'est sûr, et ils sont plutôt cocorico. Mais je pense que vous l'avez très bien décrit avant moi. Donc en fait, c'est sûr qu'après, on va vraiment faire la distinction selon la personne qui est complètement autonome chez elle, mais qui reste active avec des activités, etc., qui va aimer bien manger, qui va aimer faire le marché, donc un peu cuisiner. Et puis après, plus ça va, plus ça va se détériorer, avec notamment un appel à ce qui est relié, c'est-à-dire un portage à domicile, et la personne qui est complètement dépendante, qui va pouvoir évidemment, qui va avoir besoin d'assistance, absolument. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le marketing que vous allez faire, il n'est plus cible, il est plus vers le senior, il est vers l'encadrant du senior. Exactement comme lorsque vous faites une communication bébé, c'est pas au bébé que vous parlez, c'est aux gens qui l'encadrent. Alors,
tous ne cuisinent pas. Lorsqu'on est seul, tous ne cuisinent pas. D'ailleurs, vous savez, le comportement au veuvage, on en parlait tout à l'heure, eh bien, il y a une grande différence entre un homme qui est veuf ou une femme qui est veuve. Une femme qui est veuve, elle va reprendre ses habitudes d'avant le mariage. Alors, je sais pas, il y a pas mal de jeunes femmes ici. Normalement, une femme, le soir notamment, elle va manger, un yaourt, une pomme, une soupe, un truc vachement simple. Elle va pas forcément cuisiner pour elle, mais avoir plutôt ce genre de choses. Mais quand elle s'est mariée, après, elle a fait des petits plats. Et quand elle va devenir veuve, elle va reprendre ses habitudes de jeune fille. Alors que pour le monsieur, c'est pas pareil. Le monsieur qui devient veuf, il va juste changer de prestataire. C'est-à-dire, c'était sa femme qui cuisinait, il va en trouver une autre. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Alors arrive un moment donné, le grand senior, le papa senior, il va faire du portage à domicile. Il va râler au début parce que c'est pas si bon. Puis finalement, c'est quand même bien plus pratique parce que, dis donc, faire la vaisselle, qu'est-ce que c'est ouais. Un schéma du couple qui, on l'espère, va évoluer en même temps que les habitudes de consommation. On peut miser là-dessus. Et après, c'est vrai que les seniors, globalement, ils sont malins. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avouer. Ils vont pas arriver dans un magasin en demandant « Qu'est-ce que vous avez pour moi ? J'ai plus de dents. » Ils vont pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller voir les produits pour les gens qui n'ont pas de dents, c'est-à-dire les bébés. Donc, il y a des gens qui prennent des petits pots de bébés pour se nourrir, notamment quand ils ont besoin de faire des soins et qu'on est obligé de leur enlever toutes les dents. Ou alors, ils vont prendre de la poudre de lait. Ou alors, ils vont prendre, vous savez, tous les trucs comme ça qui sont très pratiques. Et notamment des poudres de lait de bébé, qui sont donc bien pour eux finalement. Ils vont prendre aussi les blédines, vous savez, comment ça s'appelle, des petites crèmes dessert, les machins à faire soi-même, etc. Voilà. Alors, après, d'un point de vue strictement nutritionnel, qu'est-ce qu'il y a dans un senior ? En fait, dans un senior, vous voyez, non, vous voyez rien. Donc, ça veut dire que une jeune personne, elle a une masse musculaire qui est assez importante en général. Ça dépend de l'état de la personne. Après, elle va avoir une masse maigre non musculaire, et puis après, elle va avoir du gras. Donc, on a toujours un peu de gras. C'est nécessaire. C'est un capiton graisseux, comme on dit. Donc, ça fait partie de l'équilibre. Et puis après, quand on devient adulte, on change de composition corporelle. En général, on s'engraisse un petit peu plus. Et puis, quand on devient senior, on bouge moins. Donc, la masse grasse s'efface un peu. Donc, on perd des muscles, on perd notamment des jambes, mais un petit peu tout. Et donc, naturellement, c'est remplacé par une masse grasse. Mais vous voyez bien qu'il y a certains seniors qui prennent du poids et qui deviennent en surpoids puis obèses. Et il y en a d'autres qui, au contraire, au bout d'un moment, maigrissent plutôt. Alors, vous avez d'autres types de seniors. Vous avez la grosse madame de Saint-Pé, là, vous savez, qui est devant sa télé, qui mange des bonbons. Et puis, vous avez la madame de Babar, là, qui est toute fine, toute maigrelette, qui n'a pas de réserve, qui n'a pas de gras. Donc, en fait, ça peut aller de tout ça. Donc, vous voyez encore de l'hétérogénéité, comment ça peut passer. Alors, en vieillissant, qu'est-ce qui se passe ? On a une masse, on a une composition corporelle qui va changer. On va avoir des systèmes d'assimilation, donc de digestion et d'assimilation qui vont s'émousser, c'est-à-dire qu'on va moins absorber les nutriments qui sont intéressants, notamment les protéines, notamment certains acides gras et surtout beaucoup de micronutriments, calcium en particulier, vitamines, etc. Et puis, vous allez avoir des déficits d'apport. Pourquoi ? Parce que la personne âgée, comme vous le disiez, elle va manger moins de viande parce que c'est dur à manger. Elle va être assez gavée beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'elle va perdre son appétit. Le fait qu'elle n'ait plus de sens, elle le voit moins bien, elle sent moins bien, elle goûte moins bien. En fait, vous savez que vous choisissez vos aliments comme ça. Ah, ça a l'air bon, je m'approche, ça sent bon, je mets en bouche, c'est bon, donc je mange. C'est le moteur de ma consommation. Mais dès l'instant que vous n'avez plus de goût, plus de vision, vous n'avez plus envie non plus. Ce qui implique donc une nutrition personnalisée du senior. Alors, ça implique une nutrition personnalisée du senior parce que, encore une fois, ils sont extrêmement hétérogènes. Et c'est vrai que les protéines, c'est quelque chose de clé pour un senior, mais attention, c'est plutôt vers 70 ans, peut-être pas forcément avant. Alors, pour un senior qui est un peu dénutri, donc la vieille dame de Babar, il faut plutôt 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Comme les maigrichonnes, de toute façon, ça fait pas beaucoup non plus. Et puis, quand on est un petit peu plus gros, 1,2 grammes de protéines, ça suffit. Alors que pour vous et moi, il en faudrait en moyenne 0,8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous mangeons beaucoup trop de protéines.
Et vous êtes tous en train de courir derrière des protéines. Et moi, je vous dis, arrêtez de courir. Hein, sur le plan nutritionnel, ça n'a pas de sens. Et en fait, ce sont des nutriments qu'on excrète, qu'on n'utilise pas parce qu'on les a en excès. C'est ce qu'on appelle le gâchis métabolique. C'est-à-dire vous mangez des protéines qui ont été coûteuses à produire. Et tout ça pour les brûler comme le reste. Donc, c'est idiot. Après, quand vous allez prendre de l'âge, c'est important de bien soigner le taux de protéines parce que ça va vous permettre de ne pas vous dévitaliser, pas vous déprotéiniser, démuscler. Donc ça va être très important. Alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a besoin de nouveaux produits plus adaptés aux seniors, bien sûr. Donc on aura besoin d'un peu plus de protéines, on a besoin d'autres nutriments, plus de calcium notablement pour éviter l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est un équilibre entre vos apports en calcium et vos fuites de calcium. Les fuites de calcium, on les a tous, on ne peut pas faire autrement. Le calcium de la personne âgée va fuir et il aura du mal à se reminéraliser. Donc ça va être vraiment le truc clé pour un senior. Et puis après, la vitamine D qui va avec. Aujourd'hui, jusqu'au Covid, on minimisait, on sous-estimait les apports en vitamine D qui étaient nécessaires pour la population française. Pour les seniors, c'est encore vraiment plus fort. Et donc la prévalence de la dénutrition, eh bien, moins le senior est libre, plus il dénutrit. Donc s'il est à l'hôpital, s'il est en institution, donc en EHPAD par exemple, il va se dénutrir beaucoup plus vite qu'à domicile. Alors si vous voulez, un petit conseil, ceux qui veulent ma présentation, à la fin de la séance, vous me donnez votre email et je vous l'enverrai directement. Mais c'est vrai que les seniors sont néophobes, ils aiment bien le comme avant. Donc ce qui est malin, c'est par exemple de pouvoir leur faire un yaourt qui a la tête d'un yaourt, mais qui est enrichi en protéines, qui est enrichi en vitamine D. Ben voilà, ça c'est un produit malin qui passe partout, qui est bon, ça goûte le yaourt, ça va. Et évidemment, les seniors, ils aiment, comme vous et moi, les saveurs de l'enfance. Donc la petite purée de maman, la petite souplette de mamie, etc. Donc ils aiment tout ça. Et donc ils vont perdre peu à peu le goût, mais donc ils vont être attirés par les produits qui ressemblent à des produits connus. Donc les produits doivent évoluer quand je vois ce constat-là ? Alors, ils doivent évoluer. Ce qui est intelligent, c'est de faire des produits, le pain de tout à l'heure, par exemple, oui, le G... Le pain brioché, le pain G-Nutrition. Ça, c'est un très très bon produit. Il y en a d'autres qui existent, là, comme le pain alvéolé. Alors, ce pain alvéolé que vous voyez tout en haut, bon, ça a l'air d'être un pain. En fait, non, c'est de la carotte. C'est de la carotte qui est présentée comme un pain de mie, vous savez, un peu soft comme ça, très facile à manger. Donc ça, c'était un projet qu'on a mené avec un consortium européen subventionné par l'Europe qui s'appelait Optifel. C'est comment nourrir les grands seniors avec notamment plus de fruits et légumes. Donc on leur fait des produits qu'ils aiment, dans un format qu'ils aiment, dans un emballage qu'ils sont capables d'ouvrir tout seuls et de refermer tout seuls. Et donc, vous voyez que là, on a des exemples de crème dessert, de compotes avec des protéines, des protéines dexturées. Enfin, voilà. Donc là, on peut avoir des produits très agréables qui ont le goût ici, c'est du petit pois. Enfin, voilà, des choses qui sont tout à fait bien. Et après, il va leur falloir certaines vitamines, notamment les vitamines qui vont être antioxydantes, donc ACE, qu'on va trouver naturellement dans des fruits et légumes, par exemple, mais aussi des oméga-3, parce qu'ils sont évidemment les premiers aussi à être en déficit. D'un point de vue texture, il va leur falloir des aliments qui sont pas trop durs à mâcher, pas trop pénibles, qui demandent pas trop de force, mais pour autant, ils ont quand même envie de croquer, de mâcher. Donc, on avait, nous, essayé de mettre au point une pomme. Vous voyez, le plaisir de croquer une pomme, hein, c'est un plaisir qu'on n'a plus quand on commence à avoir des dents déficientes. Donc, on a essayé de faire en sorte de prendre une pomme, de la déstructurer, de la retexturer dans des petites gouttelettes, hein, de façon que quand vous la mettiez en bouche, vous entendiez comme ça. Ça, c'est le bonheur. Hein. Ah oui, effectivement, c'est la Madeleine de Proust en fait que l'on retrouve. C'est ça. J'en profite, Béatrice, je vois que les startups de la séquence des pitchs sont arrivées. Je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez venir devant, il y a de la place. Il y a de la place devant. Merci de vous installer. Vous intervenez dans une vingtaine de minutes. Alors, il faut trouver effectivement la bonne méthodologie, Béatrice, pour innover. Alors, en fait, pour innover, vous comprenez que vous devez innover, mais que ça ne doit pas se voir. Que l'innovation ne doit pas se voir. Hein, parce que sinon, le Seigneur, il n'en voudra pas. Si vous faites du Rénutril, là, il a horreur de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver l'idée waouh, le truc, on dit waouh, ça c'est bien pour moi. Alors, je veux des aliments connus, qui ont une tête connue. Je veux des nouvelles textures, puisque je suis plus capable de croquer dans la pomme. Moi, je leur conseille de soigner la composition nutritionnelle. Donc, il faut faire très attention à ce que la formule soit bien dotée en nutriments, donc plutôt enrichie. Ça peut être naturellement riche, hein. C'est pas forcément, je suis pas pour la chimie, moi. Hein.
Et après, il faut trouver les bons ingrédients, les bonnes formulations, les bons process pour pouvoir faire tout ça. Et en fait, c'est un domaine où l'innovation est la plus... où il y a le plus d'opportunités possibles, et c'est aussi là où c'est le plus difficile. Donc, en termes d'ingrédients, si vous avez besoin de conseils de fournisseurs, il y en a ici beaucoup sur le salon, mais si vous en avez besoin, vous nous demandez, on vous donnera des fournisseurs. Donc, vous allez me demander soit des fournisseurs de certains nutriments, ou alors quelles sont les innovations les plus intéressantes quand on va pouvoir parler à des seniors. Il faut mettre des saveurs connues. N'allez pas chercher des trucs d'outre-tombe ou d'outre-mer. Prenez des choses que les seniors aiment et connaissent. Et puis, ils aiment bien avoir une assistance, une aide au menu, de la communication, que ce soit pour eux, puis après pour leur famille et leurs encadrants. Ils ont besoin de conseils. Donc, il faut entourer vos produits de conseils nutritionnels et de conseils d'hygiène de vie en général. Alors, pour innover en nutrition, il y a des grandes règles. Vous devez être conforme à la réglementation, ici en bas. Vous devez être conforme à la science et à la qualité. Donc, conforme, ça veut dire qu'il faut essayer d'être aux exigences. Et puis, il faut après aller sur le domaine marketing, niveau de connaissance des consommateurs. Ici, vos consommateurs, il y en a deux. C'est celui qui mange et celui qui va conseiller de manger. Et donc, en fait, vous devez taper dans le mille. C'est-à-dire qu'il faut faire le produit idéal au milieu. N'oubliez pas, il y a une réglementation aussi pour les seniors. Et après, en termes de nutrition personnalisée, c'est vrai qu'il faut pouvoir expliquer aux seniors et aux aidants et démontrer aux familles que les aspects nutritionnels sont prioritaires. Vous allez avoir des produits qui vont être forcément plus chers que le produit qui n'est pas spécialisé. Donc, il faut pouvoir le justifier, l'argumenter et expliquer que le soin nutritionnel fait partie intégrante de l'accompagnement d'un senior. Il y a une étude qui avait été faite dans les hôpitaux français et qui montrait que le senior qui est hospitalisé, donc ça veut dire qu'il n'est pas que vieux, il a une pathologie, qui avait une maltraitance nutritionnelle parce qu'en fait on ne prenait pas assez soin d'eux. On leur mettait un plateau comme tout le monde parce que l'hôpital n'a pas les moyens de faire mieux et que le senior, il ne mange pas tout ce qui est blanc, fade, parfois dur. Donc c'est de la maltraitance nutritionnelle. Donc n'oubliez pas ça. Et en fait, le senior mérite aussi qu'on lui attache un peu d'importance et que peut-être qu'on lui fasse un petit peu de cadeau. Donc là, je ne suis pas sûre que... Non, vous arrivez à lire quand même un peu. Donc en fait, c'est sûr que les aspects marketing sont très importants, mais encore une fois, plus pour les encadrants, le gestionnaire de l'EHPAD, parce qu'il n'a quand même pas envie de perdre ses clients trop vite. Avec des enjeux sociaux qu'on va aborder avec Camille Renaud tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai parlé de soins nutritionnels. Et après, en termes de communication, nous, on aime bien recommander la communication pyramidale, c'est-à-dire qu'on commence par les KOL, donc c'est les Key Opinion Leaders, c'est les pontes en nutrition, ceux qui vont conseiller, etc., lors de publications, de congrès médicaux ou nutritionnels. Il y a les prescripteurs qui sont évidemment les gériatres, mais après tous les médecins de famille, les médecins dans les établissements, qu'on va pouvoir toucher avec la presse qui leur est dédiée, puis après divers outils. On a après des spécialistes. N'oubliez pas les diététiciens nutritionnistes qui existent en France, qui sont tous présents dans les endroits où il y a des seniors institutionnalisés. Les encadrants, les gestionnaires d'établissements, etc. Et enfin, les seniors mangeurs qui sont la dernière cible. Donc en fait, il y a des outils de communication et une stratégie nutritionnelle à mettre en place. Et ça, c'est vraiment notre métier aussi. La prospective, c'est il faut vraiment se mettre à l'œuvre en innovation parce que là, il y a vraiment des trous dans la raquette. Je vous remercie de votre attention. Merci Béatrice, on peut l'applaudir. On va poursuivre. Béatrice, vous restez pour la séance de questions-réponses après l'intervention suivante. On poursuit avec Camille Renaud. Vous pouvez applaudir Camille. Bienvenue, chef de projet sciences et technologies des aliments à l'Adria. Vous êtes docteur en sciences des aliments, la biochimie alimentaire, les sujets de formulation, l'influence des ingrédients et des procédés sur les propriétés organoleptiques n'ont pas de secret pour vous, tout comme les enjeux de composition nutritionnelle. L'Adria, on le connaît, ce centre technique breton, engagé effectivement dans les stratégies d'innovation dédiées à l'aliment de demain. On va parler, Camille, d'un projet, le projet NutriChic mené sur 4 ans. Au cœur de ce projet, le développement de nouveaux produits adaptés justement aux personnes, aux résidents de 3 EHPAD, un projet initié par le centre hospitalier de Cornouailles-Quimper, Concarneau, c'est bien ça Camille? Exactement.
Merci, bonjour à tous. Alors, on va vous mettre le diaporama. C'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, effectivement, je vais vous parler du projet NutriChic, qui était un projet initié donc, par le CHIC, c'est-à-dire le centre hospitalier intercommunal de Cornouailles, donc Quimper-Concarneau. Et vraiment, comme le disait la personne précédente, Béatrice de Rênal. Merci, Béatrice de Rênal. L'idée, c'était vraiment en fait une volonté de ce centre hospitalier d'accroître les compétences du centre hospitalier pour accompagner les seniors et éviter la dénutrition en passant vraiment par le plaisir alimentaire, parce que l'idée, en fait, c'est de les faire manger pour qu'ils aient les nutriments nécessaires, en fait. Et l'idée, c'était aussi de mettre en place une approche à la fois scientifique, mais aussi sociologique. Donc, de comprendre, en fait, pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi ce qu'il y a autour, en fait, pour ces personnes qui sont en EHPAD. On l'a esquissé, mais on va le voir avec vous. Les enjeux sociaux sont très, très importants. Exactement. Alors, plusieurs établissements impliqués. C'est ça. Donc, l'idée, c'était de travailler avec 3 établissements différents pour être un petit peu représentatif du pays de Cornouailles. Et puis donc dans ces établissements, 25 seniors ont été sélectionnés. Donc d'abord parce qu'ils étaient volontaires et aussi parce qu'ils n'avaient pas de troubles spécifiques de l'alimentation. Donc ça c'était plutôt pour des contraintes de recherche. Donc une autonomie dans l'alimentation, une absence d'apraxie, donc c'est-à-dire de difficulté à saisir par exemple les choses, ou de troubles de la déglutition. Dans le projet NutriChic, l'approche elle a été faite, comme j'ai dit précédemment, sous différents angles. Donc l'angle gustatif et sensoriel, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'assiette, pour comprendre quel contenu pouvait être adapté pour ces personnes, comment on pouvait prototyper des mets adaptés, mais aussi une approche plutôt sociologique, donc comprendre en fait le quotidien de ces résidents d'EHPAD, comment ils se nourrissent, et le côté environnemental, c'est-à-dire l'environnement du repas, à la fois en termes de décoration en fait tout simplement, mais aussi de personnel et de disponibilité du personnel. Quel partenaire ? Alors, donc un projet multidisciplinaire, donc comme je l'ai dit, porté par le CHIC, avec des partenaires donc plutôt médicaux, donc Vitalis, qui est le service de restauration santé du pays de Cornouailles, la FHF, des partenaires plutôt recherche, dont l'ADRIA et le LEGO, donc qui est le laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest sur la partie sciences sociales. Et puis, donc, je ne vais pas tous les citer, mais vous les avez sur la slide, mais des partenaires aussi industriels qui ont travaillé pour le prototypage d'aliments adaptés. Et puis, donc, un projet financé par la région Bretagne, le département du Finistère et l'agglomération de Quimper. Et puis, on ne voit pas, c'est derrière, mais c'est un projet qui s'est déroulé entre 2018 et 2022, donc qui a malheureusement été un petit peu impacté par la crise Covid, mais on a quand même pu avoir des résultats intéressants. Alors, justement, des résultats clés. C'est ça. Alors, je vais me focaliser seulement sur quelques éléments parce que voilà, c'était un long projet. Mais un premier résultat, en fait, et un premier insight, on va dire, qui était très intéressant dans ce projet, c'est la démarche d'innovation. Donc, c'est-à-dire qu'on a cherché non pas forcément à faire pour ces personnes, mais à faire avec elles, parce qu'après tout, c'est elles qui consomment les produits. Donc, l'idée, en fait, on a travaillé sur du prototypage de manger main. C'est ce qu'on appelait aussi finger foods dans les présentations précédentes. Et donc, ce prototypage, il a d'abord été bien sûr fait par les professionnels et par donc les équipes de recherche, mais vous pouvez le voir ici sur les photographies. On a présenté en fait ces prototypes de produits finger foods à un sous-panel en fait de seniors résidents d'EHPAD, pour voir d'abord comment ils arrivaient justement à prendre ces produits, comment ils se les appropriaient, est-ce qu'ils les trouvaient appétissants ou pas. Et puis, dans l'idée en fait de faire un développement produit par boucle itérative, donc c'est-à-dire on développe le produit, on le présente aux seniors et en fonction de leur retour, on peut améliorer en fait tout simplement le produit. On a eu la question tout à l'heure, l'aspect sensoriel était au cœur de cette démarche. Exactement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un aspect gustatif et sensoriel. Et donc dans le projet, en fait, on a vraiment cherché à comprendre les différents aspects sensoriels qui pouvaient ou pas améliorer en fait à la fois la prise alimentaire, donc la quantité consommée, et aussi l'appréciation. Donc est-ce que les seniors notaient positivement le repas ou pas? Donc une expérimentation sur près de 200, donc soit entrées ou plats ou desserts qui étaient traditionnellement présentés dans ces établissements. Et donc vous pouvez le voir ici sur un exemple de plat qui était un hachis parmentier. En fait, on a fait différentes expérimentations. Donc dans un premier temps, ils consommaient le produit classique, donc le hachis parmentier classique.
Ensuite, il y avait une semaine suivante où le projet était enrichi en fait en termes de flaveur, donc soit enrichi en arômes, généralement enrichi en arômes. Donc l'idée, c'était que l'aspect du produit ne change pas, mais son goût est plus intense, parce que, comme on l'a dit, les percepteurs sensoriels peuvent être un petit peu diminués. Donc en enrichissant en arômes, on peut améliorer la perception du goût. Ensuite, une semaine suivante, où cette fois-ci, on laissait le goût originel du produit, mais cette fois-ci, on renforçait sa couleur. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, que la purée a été renforcée en colorant naturel jaune. Il y avait aussi parfois sur des produits, par exemple, des salades de carottes, où on ne pouvait pas forcément renforcer la couleur, mais on travaillait sur différentes couleurs de carottes pour augmenter les contrastes, par exemple. Ensuite, une semaine suivante, justement, comme j'ai expliqué, où on a fait du prototypage manger main. Donc cette fois-ci, le produit, on essaye de reproduire forcément son goût originel, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus ludique et aussi de plus facile, notamment pour des personnes qui peuvent avoir des problèmes cognitifs. C'est plus facile parfois de manger avec les mains plutôt que d'utiliser des couverts. Et puis finalement, 2 autres semaines d'expérimentation. Là, on était plus sur les aspects sociaux, parce qu'il y avait la présence d'un cuisinier en salle. Alors, aspects sociaux, mais aussi un petit peu sensoriels, parce que la présence du cuisinier en salle, ça permet aussi de dégager des odeurs. Parce que c'est vrai que ce qui avait été remarqué dans le projet, c'est qu'en fait, dans les établissements de santé, les plats sont préparés en cuisine générale et puis ils sont servis. Et finalement, il y a très peu d'odeurs. Et comme on l'a dit, c'est l'odeur aussi qui donne envie de manger. Donc, présence d'un cuisinier en salle. Et puis, donc, sur une des semaines, des menus qui étaient choisis par le consortium NutriChic. Et la dernière semaine, des menus choisis par les résidents. Alors, quelques enseignements qu'on peut retirer sur les repas qui ont été partagés. Voilà, alors le tableau n'est pas forcément très parlant, mais je vais vous le décrire un petit peu. Voilà, donc on a dans une première partie l'appréciation et dans une deuxième la quantité consommée. Et puis ensuite, en gris, pas d'effet notable, pas d'effet significatif. En rouge, un effet plutôt négatif. Et en vert, un effet plutôt positif. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'évidemment, ça dépend beaucoup du plat qui est présenté. Faut savoir aussi que ça reste des expérimentations, c'est-à-dire que peut-être qu'en renforçant encore davantage la couleur ou l'arôme, on aurait pu avoir peut-être d'autres résultats. Mais globalement, on a plutôt des résultats positifs quand on renforce la couleur et ou la flaveur. Donc, finalement, l'appréciation est renforcée. Et en revanche, le manger main, c'était assez intéressant. On avait quelque chose de plutôt segmentant, c'est-à-dire que certaines personnes ont apprécié, ont trouvé ça ludique, et d'autres, pour d'autres, c'était complètement rébarbatif, c'est-à-dire que pour elles, manger avec les mains, c'est sale, c'est pas culturel, en fait, c'est mal poli, et c'est presque dégradant. En fait, ça rapporte un petit peu à l'enfance où on mange avec les mains. Une régression qui n'était pas acceptée. Exactement. Donc, très segmentant. Et puis un autre aspect qui est quand même intéressant, c'est que malgré tout, le fait d'avoir le choix, donc c'est pas présenté dans le tableau, mais la semaine on leur a proposé de choisir eux-mêmes les repas, ça a conduit à forcément une appréciation plus importante et des quantités consommées plus importantes. Alors malheureusement, évidemment, il y a des contraintes dans ces établissements qui font que c'est pas toujours possible, mais c'est vrai que l'autonomie et le choix laissé aux résidents forcément renforcent le plaisir alimentaire. Et puis, un dernier aspect qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'il a été remarqué que lorsque les plats bretons étaient proposés, donc c'était des crêpes de blé noir ou du kik à farce, on avait beaucoup plus d'appréciation et de prise alimentaire. Et donc, globalement, on peut se demander, alors ça peut être aussi le côté exceptionnel et un petit peu exceptionnel du plat qui peut plaire, mais il y a sans doute aussi des aspects de retour à l'enfance, aux traditions, au local. Oui, un attachement au local qu'on a bien exploré avec les interventions précédentes, en effet, qui est là confirmé de façon objective. Quid de la texture, Camille? Exactement. On a parlé de texture, donc là, on a aussi travaillé sur cet aspect parce que donc, dans les établissements de santé, on va plutôt classer les aliments en fait, selon leur texture pour justement s'adapter aux personnes qui peuvent avoir des troubles de la mastication ou de la déglutition. Et cette méthode d'évaluation, globalement, donc c'est une standardisation internationale qui va évaluer les textures de manière plutôt qualitative. Donc vous voyez, par exemple, pour des produits plutôt liquides ou semi-liquides, on va regarder l'écoulement avec une cuillère. Et puis pour des produits plus fermes, on va regarder comment ils s'écrasent sous la fourchette. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'assez qualitatif. Entre deux personnes, il peut y avoir une appréciation différente. Donc l'idée, en fait, ça a été de voir si on pouvait traduire ces caractéristiques qualitatives de manière quantitative.
Donc, on a travaillé sur la mise au point en fait d'un protocole le plus normé possible, facilement reproductible, pour mesurer la texture de ces aliments. Donc, on a pris près de 200, donc, comme je disais, entrées, plats, desserts qui étaient présentés dans ces EHPAD. Et puis, on a mesuré la texture avec un texturomètre. Donc, on a mesuré notamment la fermeté du produit et sa cohésion, par exemple. Et on a comparé en fait tous les produits selon ces deux classifications. Ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y avait plutôt une bonne corrélation. Ça veut dire qu'on peut, en fait, avoir quelque chose d'un peu plus cadré, d'un peu plus répétable et reproductible avec un texturomètre. Et on a vu aussi, en fait, que certains produits, pourtant, donc, avec une même texture au texturomètre, une même fermeté, étaient parfois classés différemment. Donc, peut-être certains produits sont exclus, en fait, pour des personnes qui pourraient les manger. Alors, la conclusion, l'enseignement, les aliments mixés, comment ont-ils été appréciés pour que ça soit clair ? Alors, les aliments mixés, forcément, c'est, comme on le disait, c'est un petit peu... en fait, autant qu'on peut, c'est bien de garder une texture qui est plus proche, ou en tout cas qui a l'air plus proche. Garder l'intégrité le plus possible. Okay. Ou au moins en apparence. Mais, et de l'autre côté, en fait, ce que vous avez constaté, c'est que parfois, on a écarté en fait certains produits en se disant non, ils sont trop compliqués à mastiquer. Exactement. Et c'était peut-être pas une bonne idée. Leur fermeté, exactement, était similaire. Entendu. Donc ça reste un outil de développement, ça peut faciliter aussi l'innovation. Quand on est dans un laboratoire, voilà, on peut avoir quelque chose d'un peu plus cadré, répétable et reproductible. Mais effectivement, voilà, l'idée, ça va être aussi, je crois que je l'ai mis en conclusion, mais d'essayer, en fait, surtout dans ces établissements, de ne pas ségréguer les personnes selon leur degré de possibilité en termes de mastication, de déglutition, mais d'essayer d'intégrer tout le monde et plutôt de proposer des plats qui peuvent être consommés par tout le monde et pas, voilà, comme on le voit ici, par exemple, du poisson pour les personnes qui n'ont pas de troubles de la déglutition et de la bouillie pour les autres. C'est clair. Alors justement, les perspectives en conclusion, Camille, pour terminer votre présentation. Exactement. Alors d'abord, comme je l'ai évoqué, mais c'était vraiment dans d'autres aspects du projet sur lesquels j'ai pas insisté, mais il y a une très forte dimension sociale qu'on a tendance à oublier. On se concentre beaucoup sur le contenu de l'assiette, enrichir les produits, voilà, on l'a dit, en protéines par exemple. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, dans ces établissements, le fait que le personnel prenne plus de temps, accompagne, discute avec les résidents, finalement, c'est ça qui a le plus d'effet, plus que le renforcement des arômes, etc. Et oui. Il faut jouer sur les deux tableaux et pas exclure l'un ou l'autre. Et puis, donc, comme je le disais, voilà, pour la formulation, essayer plutôt d'intégrer, de faire des produits qui sont mangeables par tout le monde plutôt que de trier. Et en plus, comme on l'a vu, il va y avoir de plus en plus de régimes différents, donc plutôt essayer de rassembler. Surtout dans des établissements, trop segmenter, voilà. Parce qu'au fond, c'est aller vers une hypersegmentation qui est difficilement tenable. Exactement. Merci Camille, on peut l'applaudir pour cette présentation inspirante. Vous restez avec nous. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, monsieur, merci d'amener un micro au milieu de la salle. Et merci, monsieur, de vous présenter avant de poser votre question. Le micro arrive à grands pas, ici au milieu. Bonjour, merci beaucoup. Vincent Choumeng, journaliste pour Produits de la mer. Et donc, je vais vous poser une question poisson. Je voulais savoir si vous aviez les unes les autres étudié la place des poissons et des fruits de mer dans l'alimentation des seniors, que ce soit pour des seniors autonomes à domicile ou en résidence, en EHPAD ou à l'hôpital. Je vous remercie. Alors, Béatrice. En fait, la consommation de poissons, c'est comme dans la vraie vie, ça dépend vraiment de là où vous habitez. Parce qu'on consomme beaucoup plus de poissons là où on est proche des océans, on va dire. Et après, c'est une question d'éducation. Donc, en fait, ce qu'on fait à 20 ans, à 30 ans, on le fait à 60, à 80, etc. Le senior, il ne change pas son régime alimentaire. Les temps changent, il y a les tendances, mais le senior, lui, il a appris d'une certaine façon et il le fera toute sa vie. Et Camille, je vous vois acquiescer. J'ai l'impression que du côté de Concarneau-Quimper, il y a du poisson au menu des EHPAD. C'est ça. Effectivement, comme on l'a vu, c'est au menu et comme vous l'avez dit, c'est vraiment dépendant des habitudes et des goûts des résidents finalement. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Oui, monsieur, on vous amène un micro et après, madame. Bonjour, Raphaël Chacon, Société Cil. Merci pour ces présentations. Je partage un peu tout ce qui a été présenté aujourd'hui. C'était très intéressant. Sur la question d'alimentation en EHPAD, particulièrement aujourd'hui, comment on fait effectivement quand on sait que la part pour l'alimentation
qui est accordé en EHPAD, ça va de 6 à 10 euros par jour pour 4 prises alimentaires, pour apporter des solutions qui vont forcément économiquement être décorrélées de ce qui se pratique aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait abstraction de l'enjeu économique, mais il est évidemment prégnant, Camille. Mais effectivement, je ne sais pas si j'ai des réponses précises à vous apporter, mais effectivement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de contraintes en EHPAD aussi, et on a tendance à les oublier. Il y a cette contrainte économique, il y a aussi la contrainte d'organisation. On l'a dit, c'est beaucoup des cuisines centrales. Donc effectivement, j'ai pas forcément de réponse, mais je pense que c'est un élément à prendre en compte. Ouais, un élément évidemment drastique, Béatrice. En fait, la solution, c'est qu'il faut que tous les seniors mangent des produits pour seniors de façon à faire baisser les prix. Parce qu'aujourd'hui, aucun établissement n'est capable d'assumer une alimentation normale pour un senior, et encore moins à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je parlais de maltraitance nutritionnelle. Mais si aujourd'hui, on arrive à faire des produits pour la population à la fois qui est en liberté et celle qui est en institution, je pense qu'à ce moment-là, les prix seront diminués. Et ça ira un peu mieux. Essayer d'identifier des territoires communs entre effectivement ces différents publics. Madame, c'est la dernière question. Merci d'amener un micro. Ah, vous l'avez déjà, pardon. Oui, pardon, bonjour. Et merci de vous présenter. Oui, merci. Donc Julie Rio, je représente l'association Lego, légumineuses à graines du Grand Ouest, donc un collectif d'entreprises du champ à l'assiette qui parle de protéines végétales. Justement, ma question, elle vient en rebond des deux précédentes. Quid justement de vos expérimentations autour de la valorisation justement de légumineuses qui ont la capacité d'être utilisées de manière graine brute à même ingrédients avec des apports en protéines végétales. Est-ce que vous, dans le cadre du programme, vous avez travaillé aussi un peu ces aspects-là ? Camille. Alors, dans ce projet, en fait, ça n'a pas forcément été spécifiquement étudié parce qu'on est vraiment parti en fait des plats qui étaient classiquement présentés. Donc, effectivement, il y en a certains qui sont riches en légumineuses. Malgré tout, je pense qu'en EHPAD, on est plutôt sur des plats traditionnels, donc on va pas être sur des plats, c'est-à-dire par exemple les lentilles on va pas être sur des produits très innovants, en tout cas en EHPAD pour l'instant, dans les EHPAD qui ont été dans le projet. Après, je sais pas. Alors que justement les légumineuses, ça répond à la question des plats traditionnels, le petit salé aux lentilles, mais aussi justement tous les apports en farine, en ingrédients en fait, protéines texturées. Oui, mais complètement. Je pense effectivement que c'est, comme on l'a déjà dit, mais effectivement, déjà le végétal, il prend de plus en plus de part dans l'alimentation. Les seniors, on l'a dit aussi, ils évoluent. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas les seniors de demain. Et effectivement, c'est des choses à prendre en compte. Là, dans le projet, on était vraiment plutôt sur la partie sociale, mais ça reste des enjeux importants. Je sais pas si... Béatrice. En fait, quand on dit qu'un senior doit manger plus de protéines, s'il le fait qu'avec de la viande, par exemple, ça fait des quantités de viande énormes, donc ça fait évidemment un surcoût, mais surtout c'est très gavant, c'est-à-dire que la personne, elle peut pas finir son plat. Donc on a ce problème que la satiété arrive trop tôt, et donc il faut absolument pouvoir mettre des protéines un peu partout. Et la solution de mettre... Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est de la poudre de lait. On en met partout. Après, ça peut être du fromage, mais la poudre de lait, c'est vraiment ce qui est le plus répandu. C'est pas la bonne solution. En fait, il faut un peu toutes les sortes de protéines, et il faut absolument aussi des protéines végétales. Mais les seniors aiment beaucoup les lentilles, tout ce qui est légumes qu'ils ont eu l'habitude de manger. Donc il faut à la fois des lentilles, et puis à la fois de la protéine de légumineuses, entre autres, pour pouvoir incorporer dans des aliments. Exactement. Et d'ailleurs, Béatrice, dans le projet Optifil, je me souviens d'une PME provençale qui proposait une soupe enrichie justement en protéines végétales. Et tout l'enjeu, c'était de trouver le bon taux d'acceptabilité, parce que évidemment, certaines teneurs de protéines vont susciter des astringences. Et je crois me souvenir qu'effectivement, ils avaient identifié qu'à 10 grammes par 100 grammes, l'acceptabilité est tombée. Voilà. Et même dans un pain protéiné, qu'on enrichit en protéines, on ne va pas plus loin que 10% de quelque chose d'autre que le pain. Et à ce moment-là, ça reste du pain, alors qu'en fait, c'est un pain plus. Donc, c'est avec des astuces comme ça qu'on arrive à faire accepter une meilleure alimentation. Mais encore une fois, un senior, il est vite gavé aussi. Donc, il faut absolument respecter la digestibilité de l'ensemble, quoi. Entendu. Merci Béatrice, Camille. Vous pouvez les applaudir pour leur précieuse expertise.